compréhension générale du fonctionnement de Godot et le fait de revenir sur des bases de façon à ce qu'on se comprenne bien tant au niveau des concepts qui sont utilisés dans Godot que certaines spécificités du moteur. Donc là vous l'avez vu déjà, l'interface elle est divisée d'une façon bien spécifique. Vous allez avoir à gauche une fenêtre de scène, vous allez avoir en bas à gauche une fenêtre où sont rangés des dossiers dans lesquels vous classez vos différents éléments, vos ressources graphiques, éventuellement vos ressources sonores, donc vos musiques, vos effets sonores, etc. Vous allez avoir vos scènes, vos scripts, etc., etc., qui seront classés dans vos fichiers. Et après, par rapport à tout ce que vous avez ici dans vos fichiers, vous allez pouvoir les intégrer à différentes scènes pour faire des choses. Au milieu de l'écran, c'est une vue, ça n'est pas le jeu, c'est une vue qui vous donne dans l'éditeur un visuel direct sur ce qui vient d'être ajouté dans votre scène, voilà. Et puis vous avez tout à droite une fenêtre. Alors on va utiliser principalement l'onglet inspecteur qui vous permet d'avoir accès à tous les paramètres des différents nœuds que vous avez à gauche dans votre scène. Alors je le rappelle, les choses qu'on intègre dans une scène, ce sont des nœuds. Les nœuds, il y en a de différents types. Et quand un nœud est placé tout au début, on considère que c'est un nœud parent. Et tout ce qui vient en dessous, ce sont des nœuds enfants. Alors, précision, la notion de parent-enfant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu la même chose que dans le monde réel. Le parent est celui qui va déterminer des caractéristiques, qui va avoir des caractéristiques qui vont être déterminantes pour tous ses enfants. Un exemple concret, là si je sélectionne mon nœud parent qui s'appelle trap et que je le déplace, vous voyez là j'ai cliqué au niveau des outils sur l'icône avec des flèches qui partent dans les 4 directions. Si je déplace mon nœud trap, eh bien tout ce qui est attaché vient avec. Le sprite, c'est-à-dire la représentation graphique qui est le sapin, vient avec, se déplace avec. La boîte de collision se déplace avec. Et si j'affiche les particules, vous allez voir que les particules... Alors là je suis sur la boîte, enfin, la forme de collision, donc là c'est seulement la forme de collision qui s'est déplacée. Mais si je reprends trap, qui est vraiment le parent, et que je déplace, vous voyez que tout se déplace. Alors, les particules, étant donné qu'elles sont générées au fur et à mesure, vous voyez, il faut un petit temps pour qu'elles suivent le parent, mais elles sont bien attachées au parent. Alors, le parent, étant donné que je l'ai bougé, je vais le remettre dans sa position initiale. Donc, rien de plus simple. Là, je suis sur trap qui est le parent. À droite, dans l'inspecteur, je vais aller dans Note 2D, donc à peu près au milieu de l'écran, dans Transform. Et vous voyez que dans Position, je peux voir que les choses ont changé puisque il y a une sorte de petite flèche qui me permet de réinitialiser. Donc si je n'avais rien bougé, je n'aurais pas la flèche. Mais là, je sais qu'il y a des choses qui ont changé puisque on me propose justement de réinitialiser. D'ailleurs, si vous regardez bien, en phase de transform, on m'indique qu'il y a une modification qui a eu lieu. Donc je peux revenir à la position de base en réactualisant. Donc c'est vrai de plein de choses. Collision par exemple, on voit aussi qu'il y a 2 modifications qui ont été effectuées à un moment. Ça me gêne pas, je vais les laisser en l'état. Donc voilà comment on peut comprendre la notion déjà de parent et d'enfant. Le nœud qui est à la racine, c'est toujours le parent. Et tous ceux qui sont en dessous vont hériter du nœud de racine. Voilà. Alors, vous pouvez rendre des nœuds interdépendants aussi. Là, le sprite, son parent, c'est directement trap. Pareil pour
la forme de collision. Pareil pour les particules. Mais je pourrais très bien dire que je veux que la boîte de collision soit l'enfant du sprite. Ça, je peux le faire. Là, par exemple, si je bouge le sprite, la boîte de collision ne bouge pas. Mais je pourrais le rendre la boîte de collision enfant, donc en la glissant, déposant dans le sprite. Et vous voyez que la collade, elle a changé. Elle n'est plus directement rattachée à trap, mais à sprite. Et là, du coup, si je bouge mon sprite, eh bien, vous voyez que la boîte de collision, elle vient avec. Donc, je vais faire un CTRL Z pour revenir en arrière et remettre les choses dans leur position initiale. Donc, voilà comment marche l'histoire des parents et des enfants. Mais quoi qu'il arrive, le nœud racine sera toujours le parent de tout le reste, de tout ce qui suit. Donc ça, c'est pour vous rappeler un petit peu comment est construite l'interface et comment on peut interagir avec. Là en bas, il y a un grand rectangle dont je vous ai pas parlé. C'est un rectangle qui sert souvent pour repérer les actions qui ont été effectuées et les erreurs qui ont pu se produire. Vous avez ce qu'on appelle le debugger qui vous indique un certain nombre d'erreurs. Là vous voyez, j'ai plein d'erreurs qui apparaissent. Alors parfois il y a juste des alertes en jaune et parfois il y a des erreurs plus importantes à gérer qui apparaissent, qui en général sont en rouge. Donc voilà. Vous pouvez enlever ces erreurs là si vous ne voulez pas en tenir compte dans l'immédiat en cliquant sur vider. Alors tout en bas là vous avez la version de Godot que j'utilise. Moi je suis sur la 4.2.1. Petite précision qui peut être utile. À droite, je vous ai montré l'inspecteur qui vous renvoie toutes les propriétés de chaque nœud. Vous avez quand même la possibilité d'aller sur d'autres choses, sur un deuxième onglet qui s'appelle nœud et un troisième qui s'appelle historique. Historique, très simplement, ça enregistre toutes les actions que vous avez faites et ça vous permet de revenir en arrière. Donc ça peut être plus rapide que de faire une succession de CTRL Z. Nœud est lui-même redivisé en deux onglets. Vous avez un premier nœud qui s'appelle signaux et vous avez un deuxième onglet, sous-onglet qui s'appelle groupe. Alors les signaux, concrètement, on va en utiliser un dans ce tuto là, mais ça sera un signal qu'on aura créé manuellement. Mais de base, Godot a déjà ses propres signaux qui sont intégrés. Là par exemple, vous voyez que il y a Area 2D qui est indiqué et en fait il y a tous les signaux qui peuvent interagir avec un nœud de type Area 2D. Donc quand on veut savoir le type d'un nœud, il y a deux possibilités. C'est soit vous connaissez son icône, alors à force d'utiliser Godot vous allez les connaître les icônes. Donc là une Area 2D c'est une sorte de petit carré entouré par une sorte de carré plus grand qui n'est pas fermé, on va dire ça comme ça. Et puis l'autre méthode c'est d'aller à gauche sur votre nœud. Alors moi je l'ai renommé, je l'ai appelé trap, hein, ça veut dire piège comme je l'ai dit tout à l'heure. Et vous voyez que si vous restez dessus il vous donne le type. C'est un nœud de type Area 2D. Alors une Area 2D, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une zone, ça n'est rien plus qu'une zone. Donc par exemple pour une Area 2D, donc pour une zone, je peux créer un signal qui détecte si quelque chose est entré dans la zone. Area entered, donc est entré dans la zone. Area exited, ça veut dire quelque chose qui est sorti de la zone. On peut avoir des area shape entered, donc c'est-à-dire que là, au-delà de la zone, c'est la forme de collision de la zone qui est pris en compte. Donc par exemple, là, ça serait non pas trap, mais sa forme de collision, sa collision shape. Et puis vous avez d'autres signaux, body entered, etc., etc. Pour chaque type de nœud, vous voyez là j'ai sélectionné sprite, on a des nouveaux nœuds qui apparaissent. Pour sprite, on peut avoir un signal qui indique qu'on a changé de texture par exemple, ou qu'on a changé de frame. Alors une frame c'est quoi? Une frame c'est par exemple dans notre grille, si je réouvre mon image de sapin,
C'est pas la même que tout à l'heure, mais c'est pas grave, hein, c'est suffisant pour vous expliquer. Là, par exemple, ma première image, c'est ce qu'on appelle la frame 0. Hein, donc on compte toujours à partir de 0. Donc c'est comme si on disait c'est l'image 1. Donc, c'est l'image de départ. Donc, frame 0. Ici, ça va être la frame 2. Enfin, frame 1. On compte à partir de 0. Donc frame 0, frame 1, frame 2, frame 3, et ainsi de suite. Et quand on arrive au bout de la ligne, donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc cette frame là c'est la 9e, puisque la première c'est 0, donc là on a la 9e. Quand on revient à la ligne, et ben on reprend à 10. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pareil ici jusqu'à 19, et après on reprend à 20. Donc changer de frame, c'est passer, par exemple, de cette image à la suivante. Et on pourrait très bien, à un moment, avoir besoin d'un signal qui dit « Attention, la frame a changé ». Donc voilà. La texture, eh bien, c'est la représentation graphique. Donc ça, c'est des signaux. Je ne vous les montre pas tous, mais il y en a plein qui sont déjà prévus de base par Godot. Ces signaux-là, au-delà de ceux qui sont prévus par Godot, on peut en créer nous-mêmes. Et là j'en ai un qui s'appelle, si on regarde à droite, trap.gd. Donc ça c'est pas réellement le signal, c'est le nœud où il se trouve en fait. C'est à quel endroit il a été créé et à partir de quel endroit on peut l'appeler. Et en fait on voit que le signal c'est type changed. Donc ça veut dire que le type a changé. Donc c'est moi qui ai appelé ce signal comme ça, parce qu'en fait il va avoir pour action de dire attention, mon type de sapin a changé. Donc un signal ça peut faire deux choses, ça s'utilise de deux façons. C'est-à-dire qu'un signal, c'est comme quand on fait de la radio par exemple, on émet quelque chose, et puis ce qu'on émet, il faut quelqu'un pour le recevoir. Donc il y a la station de radio qui émet le signal, et il y a l'auditeur avec son poste de radio qui lui reçoit le signal. Donc un signal a deux méthodes, deux fonctions plutôt, qui sont la fonction emit pour dire le signal est émis, il est envoyé, et une fonction connect pour dire le signal est rattaché à quelque chose qui va pouvoir le recevoir. Voilà. Et quand il est reçu, parce qu'il n'est pas... Le fait qu'il soit connecté, ça ne veut pas dire qu'il est reçu en permanence. Si la station de radio n'émet rien, eh bien, le poste de radio qui est connecté à la station, il reçoit rien. Si votre émission a commencé à midi, par exemple, et que à 10h, la station de radio n'émet pas d'émission, eh bien, si vous mettez votre poste de radio sur la fréquence en question, vous n'entendrez rien. Par contre, à partir de midi, la station de radio envoie des ondes parce qu'elle lance l'émission. Votre poste de radio va se mettre à recevoir les ondes et vous allez entendre l'émission. Là, c'est le même principe. C'est-à-dire que les choses qui sont connectées, elles sont connectées pour écouter s'il se passe quelque chose. S'il ne se passe rien, eh bien, il ne fait rien. Par contre, si il se passe quelque chose, elle détecte que le signal est reçu. Et là, à partir du moment où le signal est reçu, vous pouvez dire, eh bien, quand le signal est reçu, je veux que tu fasses quelque chose. Par exemple, vous pouvez dire, quand tu reçois le signal comme quoi un joueur est entré en collision avec un monstre, eh bien, le joueur doit mourir. Ça peut être quelque chose comme ça, par exemple. Donc je ne vais pas plus en détail dans les signaux, mais ça vous donne une idée générale de ce que sont les signaux. Vous avez un sous-onglet qui s'appelle Groupe, et dans le sous-onglet Groupe, eh bien, c'est un onglet, comme son nom l'indique, où vous pouvez créer et gérer des groupes. Donc là, je vais en créer un volontairement, je vais l'appeler DK. Et en fait, étant donné que à gauche, je suis sur Trap, mon objet qui est en fait la racine de ma scène, c'est-à-dire le parent, étant donné que je vais ajouter DK à droite, eh bien vous allez voir que il va être associé au groupe DK. Là, il est déjà associé à un groupe, et ça on le sait parce qu'il y a un petit carré avec un point blanc dedans.
Et vous voyez que si on regarde, le groupe auquel il est associé, c'est le groupe ennemi. Pourquoi? Parce que je veux que mes pièges, trappes, là, que ce soit des arbres ou des cailloux, ce soit considéré comme un ennemi. Alors certes, un ennemi immobile, mais comme un ennemi, de sorte à ce que lorsque le joueur rentre en collision avec, le joueur meurt. Donc là, on a clairement l'objet qui est identifié en tant que tel. Et à chaque fois que le joueur sera en contact avec n'importe quel objet qui appartient à ce groupe ennemi, eh bien, le comportement sera le même, le joueur va mourir. Donc, si j'ajoute à droite un nouveau groupe qui s'appelle DK, je clique dessus, ça a ajouté DK, vous voyez, quand je vais sur le petit carré avec le point à gauche, à côté de mon nœud trappe, eh bien, on voit que maintenant DK est apparu. Donc, je pourrais éventuellement créer de nouveaux comportements avec ce groupe. Dire que en plus de mourir, par exemple, eh bien, le joueur va perdre tous les objets qu'il a récupérés. On pourrait avoir des ennemis, par exemple, qui vous font juste mourir. Par contre, vous conservez vos objets. Et puis des ennemis qui, en plus de vous tuer, vous font perdre tous vos objets. Donc on pourrait associer le fait de perdre tous ces objets à ce nouveau groupe qui serait DK, par exemple. Donc voilà à quoi servent les groupes. Donc même si c'est pas forcément directement l'objet du tuto, je vous en parle parce que vous allez me voir utiliser l'interface, vous allez voir des petits icônes et vous allez peut-être vous demander à quoi ils correspondent. Donc autant j'en profite pour vous expliquer à quoi ces icônes correspondent et que vous ne soyez pas perdus. Vous avez un autre icône à côté de mon nœud trappe, qui est un icône avec une petite page. Et puis pour tous les nœuds, vous avez l'icône de l'œil. Alors l'icône de l'œil, c'est tout simplement pour rendre visible ou invisible. Alors comme je l'ai dit, hein, les enfants héritent de tout ce que fait le parent. Donc forcément, si vous rendez invisible le parent, tous les enfants deviennent invisibles. Par contre, si vous rendez invisible un enfant individuellement, ça ne rend pas invisible les autres trucs. Donc ça, c'est pour le visible et l'invisible. La petite feuille que vous avez là, c'est ce qu'on appelle un script. Donc c'est là que vous allez taper du code. Et on va venir plus tard à la partie code. Un script, en général, si j'en crée un par exemple sur mon sprite, on n'est pas obligé toujours d'associer un script au nœud racine. On peut l'associer à d'autres objets. Si j'en crée un sur mon sprite, alors je peux le faire de deux façons, soit en faisant clic droit et puis ici attacher un script, soit directement ici, tout en haut, vous avez une feuille blanche avec un plus. Donc si je crée un script, on a une page qui s'ouvre, on vous dit langage, c'est-à-dire que vous pouvez choisir dans quel langage vous voulez taper votre script, dans quel langage de programmation. Sur Godot, il y en a deux. Il y a GDScript ou C#. Alors, il y a deux versions de Godot. Moi, j'ai pris la version qui ne contient que le GDScript. Mais vous pouvez télécharger une version plus globale qui vous permet de faire du C#. Moi, je n'ai pas pris cette version-là. Je préférais coder en GDScript. Le GDScript ressemble à un langage courant qu'on appelle le Python. Donc, c'est un langage qui est assez accessible. Donc, c'est pour ça que le GDScript me semblait aussi intéressant parce que n'étant pas moi-même un féru du code, j'ai voulu passer par quelque chose d'accessible. Ensuite, vous avez la notion d'héritage. Hériter de, et on vous dit de sprite 2D. La notion d'héritage, en fait, ça vous dit que votre script va prendre les propriétés de l'objet à partir duquel vous l'avez créé. Là, vous avez vu qu'à gauche, je me suis mis sur sprite pour ajouter un script. Donc il va hériter des propriétés de sprite, donc de toutes les caractéristiques que peut faire un sprite, c'est-à-dire avoir une texture, avoir une taille, avoir une position dans l'espace, etc., etc. Pour autant, vous pouvez, alors parfois ça peut créer des erreurs, mais pour autant, vous pouvez ici venir changer ça de façon à ce que votre élément
votre script hérite d'autres choses que l'élément de base sur lequel vous allez l'attacher. C'est possible. Modèle. Alors, modèle. Par défaut, on vous propose un modèle qui est un modèle de nœud, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que vous intégrez, ça s'appelle des nœuds. Quelles que soient les choses, ce sont des nœuds que vous intégrez au sein d'une scène. Selon leur emplacement, il y en a qui sont parents et d'autres qui sont enfants, et les nœuds, il y en a tout un tas de types différents parce que chacun a des fonctions précises. Certains permettent d'afficher des représentations graphiques, visuelles, comme les sprites 2D. Certains permettent de détecter les collisions, comme les collision shapes. Certains permettent de gérer des effets de particules, comme les GPU particules, etc., etc. Mais quoi qu'il arrive, ce sont tous des nœuds. Donc, par défaut, le modèle vous propose le modèle de script qui correspond à la gestion d'un nœud de base. Vous pouvez, et ça peut être utile, si vous voulez avoir un script tout vide que vous allez taper entièrement par vous-même, changer ça qui est par défaut en mettant object empty, ça veut dire objet vide. Et ça sera utile dans certains cas. Script intégré activé, ça vous le laissez décocher. Et ensuite le chemin, ça vous indique dans quel dossier, donc finalement dans votre système de fichiers à gauche, en bas à gauche, où est-ce que votre script que vous êtes en train de créer, il va se classer en fait. Donc pareil, si ça, là on vous donne le chemin. Si ça ne vous convient pas, eh bien vous cliquez ici et vous allez dans vos dossiers et vous sélectionnez le dossier où vous voulez que votre script soit enregistré. Une fois que vous avez tout réglé, vous faites créer et votre script apparaîtra à côté de votre élément, donc ici à gauche dans votre scène, à côté de l'élément que vous aviez sélectionné. Et ça fera une petite page blanche. Là, si je prends par exemple cette scène qui s'appelle Père Noël, vous voyez que j'ai une petite page blanche à côté de Père Noël. Et si je clique dessus, ça m'affiche le script qui me permet de gérer ma scène Père Noël. Donc la scène Père Noël, en l'occurrence, c'est un personnage jouable. Donc il a un script qui lui permet de courir, de sauter, de mourir, de se déplacer de gauche à droite, etc., etc. Et de faire d'autres choses. Vous voyez, de détecter if. Là, c'est une condition qui dit si tu rencontres une area, donc une zone qui est classée dans le groupe ennemi, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien la mort devient vraie, c'est-à-dire que on considère que tu es mort. Hurt play, ça c'est une animation, donc non, je vous dis une bêtise, c'est un son. Donc hurt play, tu me joues le son comme quoi tu t'es heurté à quelque chose, tu t'es cogné. Tu me joues un deuxième son un peu magique. Tu attends quand même que le son où tu t'es cogné soit terminé. Ensuite, tu me désactives, tu me détruis, ce qui te permet de détecter la mort, parce que sinon tu vas mourir en boucle, en permanence. Voilà. Donc, que free, là en l'occurrence, ça veut dire détruire. Et en fait, ça détruit quoi? Ça détruit ce que j'ai précisé avant le point qu'il y a entre qu'il y a avant que free. Hop. Et ensuite, là, je lui dis, bah, comme tu es mort, hein, get tree, donc tu vas chercher dans l'arbre. L'arbre, c'est quoi? C'est tout ça. Ça, c'est un arbre. Tu vas me chercher dans l'arbre ce qu'il faut pour changer de scène. Et en l'occurrence, tu vas changer de scène en allant dans mes dossiers. Et dans mes dossiers, tu vas aller me chercher une scène bien spécifique qui est en l'occurrence la scène Game Over, parce que notre personnage étant mort,
je veux que tu me joues précisément la scène qui s'appelle Death Scene, donc la scène de mort, qui se trouve dans le dossier Game Over. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée globale de comment ça marche. Ça vous montre un peu la relation qu'on peut avoir avec les areas qui sont elles-mêmes associées à un groupe, le groupe ennemi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Mais dans l'idée, c'était pour vous montrer que un script, à quoi ça peut ressembler dans l'ensemble, et que d'un point de vue visuel, le script, c'est une petite page blanche à côté de l'élément du nœud auquel il est attaché. Vous allez peut-être me dire, mais oui, mais c'est bizarre, parce que ici, mon script, il n'est pas blanc, il est bleu. Alors oui, effectivement, il est bleu, c'est parce qu'il a une particularité. Un script, normalement, ça ne s'exécute que lorsqu'on lance le jeu. Donc là, on n'a jamais lancé le jeu. Le jeu, pour le lancer, on le lance tout en haut à partir des icônes qui sont ici. Donc soit à partir de l'icône Play, et ça lance le projet, donc à partir de la scène de départ que vous avez déterminée. Et puis quand vous voulez juste lancer une scène précise, parce que vous travaillez sur une scène précise, là par exemple, si je vous lance le jeu, vous allez avoir mon jeu qui va démarrer à l'écran titre. Voilà, avec la cinématique qui s'enchaîne, etc., etc. Mais si je veux lancer, par exemple, ce niveau précis, eh bien, je vais le lancer ici avec l'icône de clap. Hop, voilà. Et vous voyez que quand il y a contact, il y a bien game over. Alors là, le personnage, il court tout seul. C'est pour des raisons de confort. J'avais des tests à faire. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez que le script, là, tant que je suis dans l'éditeur, mon bonhomme, il se met pas à courir tout seul. Il reste fixe. C'est quand je lance le jeu que le script il s'active. C'est vrai des scripts qui sont en blanc. Par contre, quand ils sont en bleu, ça veut dire que le script, de base, il peut s'activer directement depuis l'éditeur. Et c'est d'autant plus vrai dans ce cas-là, parce que, justement, c'est parce que le script s'active dans l'éditeur que je peux générer à la volée mes différentes représentations d'arbres ou de rochers. Si mon script n'était pas en capacité, si c'était un script blanc et qu'il n'était pas en capacité d'interagir directement dans l'éditeur, je ne pourrais pas voir en direct que mes éléments y changent. Voilà. Alors, pour faire en sorte que mon script ait cette capacité-là de s'exécuter directement dans l'éditeur, c'est parce que mon script, il a une petite particularité que les autres n'ont pas. C'est parce que tout en haut du script, j'ai ajouté ceci, @tool, qui est quelque chose. Alors j'aime pas le terme fonction, parce que fonction, théoriquement, ça renvoie à quelque chose de précis dans Godot. Mais on va dire que c'est un outil, voilà, qui est intégré à Godot et qui permet effectivement d'avoir directement accès à ce qui se passe dans un script directement dans l'éditeur. Donc ça peut être utile, dans notre cas précis, c'est utile. Mais attention tout de même, parce que en mettant @tool, concrètement, on lui dit tu exécutes tout le script dans l'éditeur. Là, c'est pas gênant parce que il exécute que ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire changer la représentation graphique et la boîte de collision de notre objet. Cependant, pour quelque chose de dynamique, comme notre Père Noël qui se met à courir, d'autant plus s'il court dans un niveau où il y a plein d'éléments avec lesquels il peut interagir, par exemple le cadeau qu'il peut collecter, le sapin qui peut mourir, etc. Si je lui associe un script avec la mention tool, donc en bleu, le risque, c'est que l'éditeur se mette
à gérer tout ce qui se passe dans le personnage. Et comme le personnage y court, eh bien, on va voir dans l'éditeur notre personnage dont la position va en X par exemple, parce qu'il se déplace à l'horizontale, va augmenter à l'infini. Et en fait, tant que l'éditeur sera ouvert, donc tant que Godot sera ouvert, votre chiffre là, il va augmenter. Donc ça veut dire que votre ordinateur, il va faire des calculs, et puis au bout d'un moment, quand il y aura trop de calculs et qu'il n'arrivera plus à suivre, bah, votre éditeur, il va planter. Donc faites attention avec cet outil tool, c'est-à-dire avec le arrobas tool qu'on peut mettre en haut d'un script. C'est utile quand vous avez des éléments très statiques. Par contre, quand vous avez ce qu'on appelle de la physique, des processus physiques, eh bien, il vaut mieux soit éviter totalement, soit avoir recours à une méthode de sorte à ce que, au lancement, vous dites à Godot, ok, tu as le droit de exécuter certaines parties du script dans l'éditeur, mais certaines autres, je ne veux pas que tu les actives. Hein, donc c'est-à-dire, en l'occurrence, toutes les fonctions physiques qui permettent de courir, de gérer la gravité, de sauter, etc., tu fais en sorte de ne pas me les afficher dans l'éditeur. Hein, donc ça, c'est possible. Ça se fait via une fonction qu'on appelle la fonction ready. Donc la fonction ready, c'est une fonction qui s'exécute au démarrage. Et dans la fonction ready, on dit au démarrage, tool n'a pas d'incidence sur l'intégralité des processus physiques. Je vous montrerai plus tard comment on peut coder ça, mais là je vous explique de façon générale, l'idée générale, comment ça marche et pourquoi il faut y faire attention. Donc voilà. Donc là, vous avez, je dirais, l'intégralité de l'explication sur ce que vous pouvez voir à l'écran dans mon projet. Qu'est-ce qui va servir et qu'est-ce qui va moins servir. Par exemple, les groupes, là, on ne va pas s'en servir particulièrement. Là, ce qui va être important, c'est effectivement qu'on a un script un petit peu spécifique en bleu parce qu'il a la mention tool. Cette mention tool nous permet directement dans l'éditeur de générer à la volée le changement de représentation graphique et de boîte de collision. Donc c'est pour ça qu'on peut le faire directement dans l'éditeur. Et puis bah, ce qui était important, c'est de bien comprendre que à droite, on a des scènes qui comportent des nœuds. Ces nœuds ont des caractéristiques. J'ai dit à droite, excusez-moi. À gauche, on a un panneau de scènes dans lequel on va avoir des nœuds. D'abord un nœud parent auquel sont rattachés des nœuds enfants. Chaque nœud a un type particulier avec lequel on peut faire des choses particulières. Ces choses particulières, ce sont des caractéristiques qu'on peut retrouver à droite dans l'inspecteur et c'est à peu près tout ce dont on va avoir besoin de savoir. Et puis bien entendu, tout à gauche, on a l'ensemble de nos dossiers où on va ranger les éléments dont on a besoin, donc nos sons, nos musiques, nos représentations graphiques, c'est-à-dire nos sprites, ou nos grilles de sprites, nos sprite sheets. Donc voilà. Donc là, je vous ai rappelé les généralités sur l'interface de Godot et son fonctionnement en scène. Alors quand même, petite précision sur l'histoire des scènes.